En ce jour ensoleillé mais très froid de janvier 2023, je traverse cette place de la Comédie avec laquelle j'ai grandi. Je la regarde avec étonnement, comme une inconnue, car d'autres images me submergent, issues de ma mémoire. Je constate soudain à quel point ces lieux de la ville provoquent en moi des souvenirs vivaces. Mais la place que j'ai sous les yeux n'est pas celle que convoque ma mémoire. Quand la Comédie, son théâtre, son œuf et ses trois grâces ne faisaient qu'un avec l'esplanade et le square de la gare du fameux petit train de Palavas. Il y a bien longtemps qu'elle n'est plus pour moi qu'un lieu de passage, indifférent, sans âme et sans charme. Comment en sommes-nous arrivés là ? Montpellier, après sa fondation en 985, par son négoce international entre Méditerranée et les territoires du Nord, va connaître une très forte croissance, protégée par une première enceinte à la fin du XIe siècle et une seconde, la commune clôture, au début du XIIIe. Une trame urbaine très dense, parfaitement adaptée à la vie économique, mais totalement dénuée d'espace d'apparat. En 1622, Montpellier, ville protestante depuis l'édit de Nantes, de plus en plus menacée par le pouvoir royal, construit des nouvelles fortifications en prévision d'un siège qui sera mis en place par Louis XIII lui-même. Les assaillants ne passeront jamais ces fortifications et la ville se rendit finalement sans être conquise par la force. Mais dès lors, son urbanisation sera profondément modifiée car Louis XIII ordonna la construction d'une citadelle avec ses bastions où logeait la garnison royale pour surveiller la ville et accompagner le démantèlement de la commune clôture. Une profonde transformation de la ville commença dès la fin du XVIIe siècle. Elle sortit des limites de la commune clôture et se dota d'espaces d'apparat représentatifs du pouvoir royal. À l'ouest, la colline du Pérou devint une promenade, puis la place royale, lorsqu'il fut installé la statue de Louis XIV. À l'est, face à la citadelle, le terrain vague devint une promenade avec la construction d'un mur de soutènement et d'un escalier vers la porte du Pilat Saint-Gély. Ce fut l'esplanade. À l'autre bout, l'hôtel du gouvernement, grand hôtel entre cours et jardins, devint le logement des gouverneurs du Languedoc. De 1738 à 1755, le maréchal-duc de Richelieu s'y installa avec tout son cortège de serviteurs. Ami de Voltaire, seigneur de guerre, membre de l'Académie, libertin au train de vie luxueux, il émit le vœu que soit construite une salle de spectacle et de concert. Un projet urbanistique va alors se mettre en place et, en 1755, un premier théâtre sera élevé à la périphérie de la ville, en face de l'hôtel du gouvernement. Incendié en 1785, il fut reconstruit et agrandi, ses abords réaménagés, les voies élargies. 10 ans plus tard, on installe sur le parvis les fameuses Trois Grâces, prévues pour être à l'origine place de la Canogue, où se trouvait alors l'hôtel de ville. Une fois de plus, dans la nuit du 5 au 6 avril 1881, un terrible incendie ravage le théâtre. Heureusement, il s'est déclaré vers minuit, après la fin de la représentation. Les pompiers firent en sorte que le feu ne s'étende pas aux immeubles voisins, mais ne purent sauver l'édifice. Le lendemain matin, les badauds se pressent malgré la pluie sur la place de la Comédie, devant les ruines encore fumantes du théâtre. Dans l'attente de sa reconstruction, un théâtre provisoire fut édifié sur le champ de Mars, au pied de la citadelle. Construit en seulement 59 jours, en bois de charpente et de briques, très bien aménagé, il pouvait accueillir 1800 spectateurs. Il brûla à son tour dès que fut construit le nouveau théâtre. Une autre salle assura l'intérim,
l'Éden Théâtre de 1100 places qui devint le cinéma Le Royal. Certains Montpelliérains se souviennent encore de ses balcons et de son poulailler qui ne furent supprimés qu'en 1972. À la suite de l'incendie, le conseil municipal décide de construire un nouveau théâtre au même endroit et en l'agrandissant. Un concours est lancé pour sa réalisation. Le choix se porte sur l'architecte parisien Cassian Bernard, élève de Charles Garnier, dont le projet présente de multiples points de ressemblance avec l'Opéra de Paris. 3 ans plus tard sera enfin posée la première pierre, car il fallut détruire des îlots d'habitation entre la rue Richelieu, la rue des Étuves et la place derrière le théâtre. Le dégagement de ce vaste emplacement permit de reconfigurer complètement la situation de l'édifice et l'orientation de sa façade. Il fut inauguré le 1er octobre 1888 avec Les Huguenots de Meyerbeer, grand opéra français en 5 actes, apprécié par l'Europe entière. Au début de la représentation, la Marseillaise retentit dans la salle. L'opéra-comédie, fierté de la ville, devint alors le sujet favori des cartes postales tout récemment apparues et qui font la joie des collectionneurs. Dès 1872, l'apparition du train de Palavas et de sa gare construite sur les fossés bordant l'esplanade définit l'espace de la place de la Comédie. Une ligne fut construite par la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du département de l'Hérault. En 1877, un square apporta devant la gare un charme supplémentaire. Face au théâtre, il créa, avec l'esplanade, une sorte de clôture arborée. La place trouva son harmonie définitive lorsque fut créé en son centre un refuge ovoïde pour offrir une plus grande sécurité aux passants, déjà menacés par une intense circulation. On y installa les Trois Grâces, qui se trouvaient alors tout près du théâtre. Ce fut l'œuf si important dans la vie des Montpelliérains jusqu'en 1974. Pendant ce temps, la politique haussmannienne du maire Jules Pagési, sous le Second Empire, modifiait profondément Montpellier. Revalorisation du centre ancien, unification architecturale, création de voies, telle la rue Maguelone, qui relia la gare à la place de la Comédie, concrétisant l'extension de la ville vers le sud. La municipalité des Sacs, après la construction du théâtre municipal, décida d'aménager dans le prolongement de son parvis une vraie place centrale de vie urbaine, faisant défaut à Montpellier, toujours dans sa structure médiévale. L'hôtel du gouvernement, qui avançait sur la place, fut le premier détruit pour permettre ensuite l'alignement des façades en fonction de la perspective de l'opéra. Cette belle mais sobre demeure, avec ses toitures mansardées, couvertes d'ardoises vernissées, offrait une façade construite en appareil de Montpellier, caractéristique de toutes les belles demeures depuis le Moyen Âge. Sa disparition témoigne d'un changement profond de société. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'était pas de bon ton pour la bourgeoisie commerçante montpelliéraine de faire étalage de sa richesse. Le XIXe siècle marquera par l'architecture son goût pour la démonstration ostentatoire de la réussite. L'haussmannisme arrogant de la place de la Comédie en fera la démonstration. Il en coûta 8 ans de chantier.
La place de la Comédie, flambant neuf, est prête à rentrer dans le XXe siècle et à jouer son rôle dans la représentation de la société urbaine. Ainsi l'évoque Jeanne Galzy, l'écrivaine montpelliéraine qui sut si bien conter sa ville natale. Sur la place ovale de la Comédie, les trois grâces, nues, un peu lourdes et provinciales, tâchaient en vain de tourner en rond autour de la fontaine, tandis qu'à leurs pieds, les jeunes gens tressent la ronde de la coquetterie et du désir. La beauté des montpelliéraines était célèbre, mais les plus élégantes étaient celles entretenues par de gros propriétaires de vignobles pour charmer leur séjour hebdomadaire en ville, quand ils y venaient, chaque mardi, vendre leur vin. Certains cafés de la place de la Comédie leur étaient même réservés. La mode des bains de mer avait fait du petit village de pêcheurs de Palavas la destination privilégiée des Montpelliérains. Dans ce roman de Jeanne Galzy, le personnage principal, qui lui ressemble, vient se ressourcer dans son Midi natal, abandonné pour la vie parisienne. Il emprunte bien sûr le petit train de Palavas. Mais la place est aussi le lieu privilégié où s'expriment les mouvements de contestation sociale. C'est sur la Comédie qu'aboutit en 1907 la gigantesque manifestation des vignerons en colère. Ils étaient là, tous ceux qui voulaient obtenir le droit de vivre. Un chant s'élevait parfois pour rythmer cette lente procession. L'Internationale, peut-être, mais aussi des chants nés du sol, avec leur patois grave, rocailleux comme une garrigue. Depuis, bien des colères s'y sont exprimées. Je m'y trouvais même, voilà quelques jours à peine. Alors, j'ai envie de retrouver les douces images de la Comédie, convoquées par ma mémoire. Faisons un saut dans le temps pour évoquer une époque dont se souviennent encore, comme moi, certains Montpelliérains. Des années 50 jusqu'en 1975, la Comédie et son œuvre n'ont pas changé, mais la ronde des véhicules marque le passage des ans, de la 4 chevaux à la DS, en passant par la Dauphine et la fameuse 2 chevaux. Avec ses 80 000 habitants, Montpellier, malgré ses efforts haussmanniens, était alors l'exemple parfait de la vie provinciale. Et Paris faisait rêver sa jeunesse. Mais dans ce désert culturel, un lieu rayonnait, le fameux théâtre municipal. Chaque opéra faisait salle comble et accueillait toutes les classes sociales, des fauteuils d'orchestre jusqu'au poulailler, en passant par les loges et les balcons. Un public de fins connaisseurs. Les saisons lyriques étaient animées par une troupe permanente de chanteurs, de musiciens et de danseurs. En quelques années, les étonnantes maîtresses de ballet d'Avin et Langlois, grâce à leur école, propagèrent la danse classique et formèrent des petits rats qui firent leur apparition dans le corps de ballet. Imaginez le bonheur de ces enfants qui connurent l'émotion des 3 coups, du rideau qui se lève, des attentes en coulisses, et parfois même galoper dans l'arrière-scène en attendant leur tour d'entrée sur le plateau. Mais pour cela, il leur avait fallu travailler dur. 2 fois par semaine, se présenter à l'entrée des artistes et grimper 4 étages pour arriver dans le studio dont on aperçoit les 2 petites fenêtres. La pianiste et les demoiselles nous y attendaient. Elles étaient gentilles mais exigeantes. Au fil du temps, nous fûmes de plus en plus nombreuses. Un autre plaisir de cette époque, c'était de faire l'œuf. On y venait pour se promener, se rencontrer, se montrer et se faire photographier. Des images qui allaient remplir les albums et nous offrir des traces émouvantes du temps qui passe.
Bonsoir. Nounours, t'as entendu? Ce n'est rien, patron, c'est Oscar. Allez, j'y vais, mon échelle, et hop, pom 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 pom. Bonsoir. Alors, à demain. Là, c'est dans la lumière. Salut les copains. Bonne nuit les petits. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Mais le plus extraordinaire, c'était, dès les beaux jours, traverser la place, aller jusqu'à la gare, prendre le train avec pour seul bagage son maillot de bain et sa serviette, et se retrouver sur la plage de Palavas pour se dorer et se baigner. 1968, fin des beaux jours. Le petit train disparaît et 4 ans plus tard, son square. Début du règne de l'automobile, fin d'une époque. Une fois de plus, pour entrer dans la modernité, il fallut détruire pour construire. En voilà le résultat. Il en coûta les platanes qui s'avançaient sur la place. Le petit train finit par être remisé à la sortie de la ville. Il semble regarder dans la direction de Palavas. Mais des transformations étaient devenues nécessaires. L'intensité de la circulation autour de l'œuf n'était plus supportable. Il fallut construire un tunnel pour la détourner et aménager des parkings sous la place. D'énormes travaux, mais qui permirent de la rendre piétonne. Et voici que la comédie devint, disait-on, l'une des plus grandes d'Europe, mise en valeur non d'un pouvoir royal, mais de la ville elle-même, décrétée surdouée fort habilement par son maire Georges Frêche. Mais de l'œuf où est accrochée ma mémoire, ne reste plus qu'une trace au sol. Me voilà revenu à mon point de départ. Une nouvelle fois, la modernité impose ses changements. Heureusement, aujourd'hui, il s'agit de transformer cette immense place minérale en un lieu plus convivial et surtout plus verdoyant et plus arboré. Je ne saurais que m'en réjouir. Sans doute retrouverai-je alors un peu du bonheur qu'elle me donna autrefois.